Et commencer ça. Parfait, voilà. Alors, donc le sujet du jour, donc c'était les autochtones, les autochtones du Québec. Et pour ça, notre invitée aujourd'hui, c'est Marie-Pierre Bousquet, qui est là avec nous et qui va donc vous parler du sujet. Donc, pour revenir sur Marie-Pierre, c'est une professeure donc qui est titulaire au département d'anthropologie à l'Université de Montréal. Là, vous dirigez aussi le programme en études autochtones. Donc, vous travaillez avec les Premières Nations. Alors, je suis désolée si jamais j'écorche des noms, il faudra me redire. Donc, Algonquienne du Québec, donc depuis plus de 20 ans, particulièrement avec les Anishinabek, c'est comme ça qu'on dit? Anishinabek. Anishinabek, ok, qu'on appelait donc les Algonquins. Et vous êtes aussi l'auteur ou l'éditrice de plusieurs livres, dont les Anishinabek, du bois à l'asphalte, et le déracinement des Algonquins du Québec. Donc ça a paru C'est le même livre. C'est le oh, même livre. pardon, c'est le même livre, donc qui est paru en 2016 aux éditions du Quartz. Donc ça, c'est pour faire un petit peu le tour sur qui vous êtes. Et puis ensuite, je vais vous laisser la parole. Si vous voulez rajouter des choses à cette petite bio, vous pouvez. Et puis sinon, je vous laisse le champ libre. Merci beaucoup. Alors, ça me fait plaisir d'être parmi vous, même si c'est à distance. Et moi, je suis donc en direct de Montréal avec 1 heure de décalage pour vous. Ça me fait bien plaisir cette invitation. Et donc, j'aimerais remercier ce don qui a été fait au prix Claude Kistabiche que j'ai créé en mémoire d'un de mes anciens étudiants de maîtrise qui est décédé pendant sa maîtrise. Il aurait voulu être le premier archéologue Anishinaabe et anthropologue Anishinaabe. Et malheureusement, la maladie l'a rattrapé. Et pour qu'on se souvienne de lui et de sa persévérance, j'ai créé ce prix qui est un prix donc non pas d'excellence, mais pour récompenser la persévérance dans les études postsecondaires chez les Autochtones, dans un contexte où, en tout cas au Québec, il y a souvent beaucoup de difficultés à ne pas décrocher quand on arrive dans les études postsecondaires. Alors, vraiment, ça me fait chaud au cœur qu'on ait aussi pensé à lui dans ce temps-là, et je l'avais demandé. Alors, je ne vais pas rajouter des tas de choses à ma bio, je suis très facile à trouver sur Internet. J'ai écrit pas mal d'articles, j'ai publié d'autres livres, et bref, si ça vous intéresse, vous pouvez taper mon nom. Alors, on est plusieurs à porter ce nom-là, mais il n'y en a qu'une seule qui est anthropologue. Et comme vous entendez par mon accent, je suis moi aussi originaire de France, mais je suis une fière Canadienne depuis longtemps déjà. Donc, ça fait plus de 20 ans que je suis au Québec et très contente d'être une néo-québécoise. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous partager mon écran puisque je vous ai fait un PowerPoint pour illustrer ce dont je vais parler. Et je vais donc vous présenter en fait une vision qui est quand même assez universitaire, mais parce que je ne suis pas autochtone moi-même, mais que je peux vous rassurer quand même, je fais du terrain depuis très très longtemps. Mon métier en anthropologie consiste à vraiment tirer ses connaissances à partir des témoignages recueillis dans les communautés elles-mêmes. Donc, ce que je raconte est validé quand même notamment par les Anishinaabeg avec qui je travaille depuis très longtemps et avec qui j'ai un immense plaisir à échanger depuis toutes ces années-là, parce qu'ils sont toujours pas lassés de mes questions et de ma présence. Alors, j'en suis très heureuse. Alors, je vais donc vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien là? Oui, très bien. Très bien. Alors, peut-être on va commencer par, ça sera peut-être des rappels pour certains, plus des nouveautés pour d'autres, mais ça me paraissait important de savoir de quoi on parlait. Au Canada, il y a 3 peuples qui sont reconnus comme autochtones dans la Constitution canadienne. Les Premières Nations, en français, on les appelle aussi les Amérindiens, mais c'est un terme qu'on a tendance à de moins en moins utiliser, en tout cas au Québec. Donc, les Premières Nations et les Amérindiens, c'est pareil. Les Métis et les Inuits. Alors, les Inuits, là, vous voyez, je n'ai pas mis de S parce que Inuit est déjà du pluriel. On dit un Inuk, 2 Inuuk et 3 Inuits. Et donc, en général, je ne vois pas la nécessité donc, de rajouter une marque de pluriel supplémentaire alors qu'il y en a déjà. Mais vous pouvez en mettre si vous voulez. L'Office québécois de la langue française le recommande et moi, je suis ici délinquante. Alors, il y a une grande diversité des autochtones au Canada.
En 2016, qui est le dernier recensement relativement fiable qu'on a, c'est 1,6 million de la population, sachant qu'on est à peu près 35 millions au Canada de personnes, un peu plus sans doute. Bref, c'est environ 4,9% de la population canadienne. Et 60% de ces 4,9%, en fait, 60% des Autochtones sont membres des Premières Nations. Alors, la plupart des Autochtones vivent en Ontario et dans les provinces de l'Ouest. Petit rappel pour la Saskatchewan, entre 15 et 16% de la population de la Saskatchewan est autochtone officiellement, donc appartient à un des 3 peuples qui est reconnu par la Constitution canadienne. Les territoires du Nord-Ouest, les Northwest Territories, c'est vraiment l'endroit où il y a le plus d'Autochtones officiellement. Même on aurait pu aussi citer le Nunavut, puisque le Nunavut est un territoire autonome, mais bien sûr faisant partie du Canada. Et le Québec et l'île du Prince-Édouard, ce sont les 2 provinces où il y a le moins de population autochtone, puisque c'est moins de 2% de la population. Donc vous voyez la différence quand même de pourcentage, notamment entre la Saskatchewan et le Québec. Ce qui fait d'ailleurs que les Autochtones ne sont pas forcément très visibles. Moi, j'ai été frappée la première fois que j'ai fait un voyage, par exemple, en Colombie-Britannique. Dès l'arrivée à l'aéroport, on sent vraiment une importance de la présence autochtone. Si vous arrivez à l'aéroport de Montréal-Trudeau, à part les petites bébelles qui sont fabriquées en Chine et que vous allez trouver dans le magasin de souvenirs à côté des multiples drapeaux fleur-de-lysée ou avec la feuille d'érable, vous allez voir assez peu de présence autochtone. Les Premières Nations, comme je vous le disais, ce sont les plus nombreux. Et il y a 617 communautés des Premières Nations au Canada qui sont reconnues par le gouvernement. Je précise reconnues parce qu'il y a des communautés qui ne sont pas reconnues, qui n'ont pas un statut qui font qu'elles sont recensées comme étant des communautés autochtones, mais les personnes qui y vivent s'identifient comme autochtones et ont très souvent comme première langue une langue autochtone. Donc c'est notamment le cas en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, où ce sont les endroits où il y a le plus de communautés qui ne sont pas reconnues. Il y a une grande diversité de peuples. J'espère que je ne parle pas trop vite, hein, Claire? Parce que quand je pars sur mes sujets, après, je m'emballe, hein, donc il faudra me le dire. Donc, il y a une grande diversité de peuples au Canada et qui appartiennent à des familles linguistiques différentes. Alors, on a cité tout à l'heure la famille algonquienne, qui comprend les Cris, les Ojibwés, les Inuits, les Malécites, les Micmacs, les Blackfoot, les Atsinas, etc. etc. Vous avez la famille siouienne, la famille atapasquenne, la famille wassasquenne, etc., etc. Donc, il y a vraiment une grande diversité, ce qui donc me fait sursauter quand on parle de la culture autochtone. On voit parfois ça dans les médias ou autres, et c'est assez faux. C'est un peu comme si on disait les Suédois et les Portugais, c'est tout pareil parce que c'est des Européens, alors qu'ils n'ont pas la même langue, pas les mêmes façons de faire, et pas les mêmes cuisines, pas les mêmes traditions, etc. Alors, qui est autochtone au Canada? C'est assez compliqué. Alors, je vais essayer de simplifier parce que d'abord, je ne suis pas une juriste et en plus, je pourrais vous faire 3 heures de conférence rien que sur le sujet. Globalement, pour s'identifier comme Inuit ou pour s'identifier comme métis, ça passe par une certaine auto-reconnaissance. Je dis bien certaine parce qu'en fait, dans la Constitution canadienne et dans la loi, il est bien indiqué que pour être reconnu comme autochtone au Canada, on ne peut pas être autochtone tout seul. Il faut être membre d'une collectivité. Et donc, s'il n'y a aucune collectivité qui vous reconnaît comme étant, comme vous étant membre de cette collectivité, eh bien, vous n'êtes pas reconnu comme autochtone. Par contre, et c'est là où je disais que dans les derniers recensements, on a parfois des problèmes avec les chiffres, c'est que à partir des années 2010, Statistique Canada a autorisé en fait les Canadiens dans leur déclaration à s'auto-identifier comme autochtones sans aucune preuve de quoi que ce soit. Et donc, on ne peut pas savoir quel est le nombre de personnes qui ont décidé comme ça de brutalement s'auto-identifier comme autochtones parce qu'ils se sont découverts des ancêtres autochtones enfin, en tout cas, c'est un énorme problème qu'il y a au Québec. Je vous épargnerai ça, mais ça fait l'objet de beaucoup de débats. Il y a eu des émissions de télévision sur le sujet parce qu'il y a un phénomène
que les autochtones eux-mêmes appellent les photochtones, c'est-à-dire les faux autochtones. Bref, donc pour les Inuits et les Métis, ça n'est pas du tout aussi encadré que pour les membres des Premières Nations. Quand j'ai mis PN sur le PowerPoint, ça veut dire Premières Nations. Pour les Premières Nations, il y a une loi fédérale spéciale qui reconnaît qui est indien, en fait, et qui ne l'est pas, parce que ça s'appelle la loi sur les Indiens. Elle date de 1876. Elle a été très souvent refondue, amendée, etc. Les derniers amendements datent de 2013, et il y a eu aussi un jugement de 2017 qui pourrait encore changer la donne. Et enfin bref, à cause de cette loi, il y a un registre fédéral qui existe à Ottawa. Et si vous n'êtes pas inscrit à ce registre fédéral, vous n'êtes pas officiellement un Indien, puisque la loi s'appelle comme ça, et donc vous n'êtes pas officiellement un membre d'une Première Nation. Donc c'est une loi spéciale, c'est une loi qui existe, qui a été créée dans un contexte colonial, et elle est toujours en vigueur. Le droit de vote fédéral pour les autochtones, pour les Premières Nations en fait, date de 1960, et ensuite chaque province a décidé de donner les droits de vote provinciaux, chacun son tour, et le Québec est, je ne sais pas si c'est la dernière, mais c'est sans doute, oui, soit la dernière, soit l'avant-dernière province à avoir donné le droit de vote provincial aux membres des Premières Nations, puisque c'est entré en vigueur en 1970. Donc c'est quand même très récent. Pour les Cris Naskapi, en fait, le vrai nom des Cris, c'est Iyush, et Naskapi, bon, ce sont en fait deux Premières Nations du Québec. Il y a une loi spéciale qui date de 1984 et qui découle du traité de la baie James en 1975, qui font qu'ils font partie pour le statut de la loi sur les Indiens, mais pour le reste, ils ne dépendent plus de la loi sur les Indiens. Et enfin, il y a une catégorie très large qui s'appelle les Indiens non inscrits, où en fait on est largement dans l'auto-identification, mais qui est reconnue par un jugement de la Cour suprême de 2017 qui dit que normalement les Indiens sans statut ou non inscrits devraient avoir droit au même service que les Indiens inscrits. Donc c'est le flou artistique, et en fait personne ne sait encore quoi faire avec ce jugement de la Cour suprême, et ça fait couler pas mal d'encre chez les juristes, ce que je leur laisserai personnellement. Donc un exemple que j'ai pigé sur Internet, mais pour vous montrer à quoi ressemble une carte d'Indien, c'est le certificat de statut indien, qui est la preuve en fait que vous êtes membre d'une Première Nation au Canada, et c'est une carte d'un bout à l'autre du Canada, c'est exactement les mêmes catégories. Et sans cette carte-là, vous n'êtes donc pas officiellement reconnu comme membre d'une Première Nation. C'est un statut fédéral. Nous en arrivons au Québec autochtone. Alors, vous avez donc là une carte du Québec où on montre en fait la répartition des territoires. En fait, il y a un peu plus de chevauchement que ne le montre la carte, mais ça peut vous donner une bonne idée. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte montre ici les noms qui ont été très longtemps en vigueur et que vous allez retrouver dans la littérature, et qui pourtant ne sont pas forcément les noms que se donnent les gens dans leur propre langue. Par exemple, tout en bas, vous avez ici les Algonquins, et le nom que eux se donnent dans leur langue, c'est Anishinaabeg. Un Anishinaabe, deux Anishinabek, qui veut dire les êtres humains. Donc, et j'ai trouvé ça intéressant de vous laisser ces noms-là. Les Cris, leur nom c'est Eiyush. Les Atikamekw, leur nom c'est les Nehoro-Wezi. Les Inuits, bon, c'est les Inuits et Naskapi aussi, on est tranquille. Les Montagnais, ce sont les Inuits, qui veut dire là aussi les êtres humains. Et les Micmacs, ça ne s'écrit plus comme ça, mais bon. Et les Mohawks, les Ganyangaga, c'est-à-dire donc qui sont des Iroquois. En tout, vous avez 54 communautés au Québec, et qui se comprennent des villages nordiques, des réserves et des établissements. Alors, les villages nordiques, c'est pour les Inuits, il y en a 14. Les réserves et les établissements, c'est pour les Premières Nations. Une réserve, c'est un terrain réservé par le fédéral au profit et à l'usage d'une bande indienne. Un établissement, c'est un endroit où le fédéral reconnaît qu'il y a une bande indienne qui est établie, mais le terrain lui-même n'a pas de statut fédéral.
Alors, ils ne reçoivent pas tout à fait les mêmes services. Vous remarquerez une chose là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de colonie métisse, puisque officiellement, au Québec, d'après les recensements, il n'y a pas de métis reconnus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de métis, ça veut dire qu'il n'y a pas de communauté métisse reconnue. Et ce n'est pas faute qu'il y ait beaucoup de procès en cours qui ont particulièrement émergé depuis les années 1990 à la suite en fait du dépôt d'une commission royale, la commission Erasmus-Dussault. Mais tous ces procès ont abouti à des échecs, en tout cas pour les demandeurs qui demandaient à ce que les métis soient reconnus. Donc, au Québec, c'est une des rares provinces, en fait, où il n'y a officiellement aucune communauté métisse. Et dans l'Est canadien, en fait, il n'y a pas vraiment de communauté métisse, puisque c'est à partir de l'Ontario jusqu'à la Colombie-Britannique qu'on reconnaît la présence de communautés métisses. Il y a 11 nations, donc la nation inuit et 10 Premières Nations, donc ce que moi je continue à appeler les Amérindiens, pour les distinguer, parce qu'autochtone est un mot qui inclut tout le monde. Et 67% des Premières Nations au Québec vivent dans des réserves ou des établissements. Ça représente environ 92 500 personnes qui sont, alors ça c'est ce chiffre, c'est celui du Secrétariat aux Affaires autochtones au gouvernement du Québec. Alors, c'est environ, hein, parce qu'évidemment, ça peut varier. Le Nunavik, c'est le nord du Québec. C'est à différencier du Nunavut. Le Nunavut est un territoire autonome qui a été reconnu le 1er avril 1999 et avec comme capitale Iqaluit. Et ici, donc, ce n'est pas le Nunavut, c'est le Nunavik. Avant, on appelait ça le nord du Québec. Mais en fait, le terme en inuktitut est Nunavik. C'est vraiment l'endroit où se trouvent les 14 communautés inuites. Et en fait, le Iqaluit n'est pas si loin que ça, mais donc administrativement, c'est complètement distinct. Ils ont des municipalités, donc c'est des maires avec des conseillers. Ça fonctionne comme des municipalités assez normales, avec un statut particulier qui est municipalité nordique, qui signifie en fait que les budgets viennent du fédéral. Alors là, il y a donc 40 réserves et établissements, donc 10 Premières Nations, comme je vous disais, les Abénakis, les Algonquins, Atikamekw, Cris, Huron-Wendat, Malécite, Micmac, Mohawk, Montagnais, Naskapi. Donc, vous remplacez Montagnais par Innu et Algonquin par Anishinabek, et vous avez quand même les termes qui conviennent. Ça vous donne une idée de la répartition en fait des communautés. On a l'impression qu'il y a des territoires assez vides, mais attention, ce sont là où les communautés ont été sédentarisées, puisque en fait la sédentarisation pour la majorité, et je vais y revenir juste après, la majorité des autochtones au Québec a commencé véritablement au XXe siècle. Donc c'est très récent et il faut voir ça comme étant en fait les lieux où il y avait les postes de traite principalement et les missions catholiques, puisque ce sont les endroits où les autochtones ont été sédentarisés. Il y a 2 familles linguistiques qui sont représentées chez les Premières Nations, la famille algonquienne et la famille iroquoienne. Alors, la famille iroquoienne, c'est celle qui est représentée par les Huron-Wendat et par les Mohawks, et tous les autres, ce sont des Algonquiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'ils se parlent entre eux dans leur langue, vous avez des différences de langue, bien sûr, mais en fait, ils sont capables de se comprendre. C'est un peu comme les langues romanes. Si vous n'êtes pas familier avec l'italien ou l'espagnol, c'est un peu normal, mais c'est plus facile, en tout cas, d'apprendre une langue romane. Et donc, si vous pouvez lire, par exemple, de l'espagnol, même si vous n'avez jamais fait d'espagnol, il y a des choses que vous pouvez deviner. C'est relativement similaire quand on parle de famille algonquienne comme ça. Ce sont des racines communes. Pour vous donner une idée, en Saskatchewan, il y a 70 Premières Nations différentes avec 5 familles linguistiques et ça représente en tout 782 communautés. Donc, vous avez une présence autochtone beaucoup plus importante en Saskatchewan qu'au Québec. Mais là, je vous dis, je rappelle, en Saskatchewan, dans les 782 communautés, ça comprend aussi les colonies métisses, ce qui n'est donc pas le cas pour le Québec. Alors, les anciens modes de vie,
là, les autochtones au Québec étaient, à part en fait les Iroquoiens, qui étaient les plus semi-sédentaires, tous les autres étaient ce qu'on appelle semi-nomades, ou on peut dire nomades. C'est vraiment des distinctions très anthropologiques, ça. Ça veut dire en fait qu'on revient l'été, après avoir nomadisé sur le territoire, on revient l'été à un nombre relativement restreint de sites, et sur lesquels d'ailleurs on peut faire des fouilles archéologiques. Donc ce sont des endroits où les gens revenaient chaque été. Vous avez donc parfois comme ça une visibilité de la présence millénaire sur ces sites de rassemblement estivaux. Le reste de l'année, les gens étaient dispersés par groupes familiaux sur leur territoire de chasse pour vivre, en fait, tout simplement. Les habitats, on en voit deux exemples ici. Alors, les Inuits, c'est évidemment un habitat d'hiver. L'été, ça ne ressemblait pas à ça. C'est plutôt des sortes d'abris avec des branches de bois flottées, des pierres et des pots. Et chez les Inuits, vous voyez, donc on est la forme de l'habitat ressemble à celle des tipis, mais c'est beaucoup plus bas. Pour une raison assez simple, c'est qu'au Québec, on est dans une province où il y a énormément de bois. Donc, à partir de chez les Cris, par exemple, les Indiens Cris, on se trouve vraiment en territoire de toundra. Donc, c'est un peu différent, mais le reste, on est dans de la forêt de feuillus et de la forêt boréale. Et planter un tipi aussi grand que ceux qu'on voit dans l'Ouest, ce ne serait pas possible parce que ça serait trop petit. On toucherait les arbres assez rapidement. Donc, vous avez traditionnellement des habitats qui étaient beaucoup plus bas et très adaptés donc aux conditions environnementales. Les Autochtones au Québec ont vécu de la traite des fourrures pendant très longtemps. En fait, ceux qui ont vraiment commencé à devenir sédentaires le plus tôt vivaient le long de l'axe du Saint-Laurent. Pour vous donner une idée, si vous connaissez un petit peu la carte, ça fait de Québec à Montréal, on a l'axe du Saint-Laurent. Et ce sont les communautés qui ont existé le plus tôt. C'était souvent des missions. Et les autres, en fait, ont commencé à voir leur territoire véritablement colonisé par la colonisation agricole et l'industrie forestière, principalement à partir du 19e siècle. Donc, il faut se rendre compte que tout le développement économique et le développement démographique, au départ, a surtout été concentré sur l'axe du Saint-Laurent. Et donc, la majorité des Autochtones au Québec avaient assez peu de contacts, finalement, à l'année avec des allochtones. Et ils ont pu conserver des modes de vie traditionnels jusqu'à relativement tard. Une des communautés où je travaille, qui se trouve à 6 heures de route de Montréal en voiture, elle a été créée en fait, officiellement sur le papier, elle date des années 1910, mais il n'y avait strictement personne jusqu'au début des années 60. Et la plupart des gens que je connais, avec qui je travaille, me disent « Oh, ma famille est arrivée là au début des années 70, donc 1970, ça fait 50 ans, c'est très récent finalement. » Et la traite de fourrure a vraiment connu une chute, point de vue monétaire, à partir des années 1940 au Québec, enfin partout, mais à partir des années 1940. Et les gens, en fait, ont vécu le plus longtemps possible de la traite des fourrures. Là, vous voyez, c'est une photo d'une famille que je connais très bien. En fait, c'est tiré de leur album de famille. Et ils continuaient à faire sécher des peaux de castor qu'ils ont continué à échanger jusque dans les années 1990, voire 2000. J'ai souvent vu des peaux de castor en train d'être séchées comme ça. Alors, elles ne se vendent pas très bien aujourd'hui, mais il y a encore toujours un marché pour ça. L'habitat traditionnel a été d'abord abandonné au profit des tentes de modèles arpenteurs. Et ensuite, les Anishinabek, en tout cas, ont assez vite adopté la cabane en bois rond. Il y avait donc plusieurs cabanes sur leur territoire. Et on voit ici un exemple typique du mode de vie
qui est quand même assez représentatif d'un certain nombre de familles autochtones jusque dans les années 1960. L'évangélisation, ils ont été évangélisés en fait à partir de très tôt, puisqu'il y a eu des missionnaires, en particulier catholiques au Québec, dès la Nouvelle-France. Mais comme je vous disais, le contact n'était vraiment pas du tout régulier avec des allochtones. Et c'est à partir des années 1840 qu'un nouvel ordre, une nouvelle congrégation arrive au Canada, sur la demande d'ailleurs des évêques de Québec et de Montréal. Il s'agit de l'ordre des Oblats de Marie Immaculée, qui est un ordre qui a été vraiment partout au Canada, jusque dans le Yukon. Ils sont même allés jusqu'aux États-Unis, en Oregon, Minnesota, etc. Et donc, c'est une évangélisation qui a commencé particulièrement à partir des années 1840. Ici, c'est une photo qui a été prise au lac Abitibi au début du XXe siècle. Et les personnages que l'on voit, les deux prêtres, qu'on appelle les robes noires en Anishinaabe-Mowin, la langue algonquine, eh bien, les gens s'en souviennent encore. Il y a une mémoire d'eux. Celui-là est appelé Longue Barbe. Je ne sais pas pourquoi l'autre non plus, parce qu'il y a aussi une longue barbe, mais en tout cas, il y a une mémoire de cette évangélisation qui est restée. Une évangélisation qui a été très diversement, qui a laissé beaucoup de traces dans les croyances et dont on a tendance à parler toujours de façon extrêmement négative dans la recherche, mais quand vous allez dans les communautés, il y a encore beaucoup d'importance qui est donnée à l'Église catholique. Et donc, il est assez délicat d'arriver avec une image très coulée dans le béton de l'impact de l'évangélisation. Mais ça a été très, très fort. Les missionnaires ont interdit beaucoup de pratiques qu'ils estimaient diaboliques et superstitieuses. Et ça a eu beaucoup de force parce qu'en plus, ils avaient beaucoup de pouvoir politique. Ils étaient très proches du gouvernement du Québec et aussi du gouvernement fédéral à Ottawa. Donc, la sédentarisation, elle est arrivée à diverses époques. Là, vous voyez, par exemple, la photo de gauche. C'est pour montrer un peu la réputation des Mohawks. Les Mohawks ont la réputation de ne pas avoir le vertige. Alors, on ne sait pas du tout, on pense que c'est surtout une éducation culturelle à apprendre à ne pas avoir le vertige, mais ils sont très réputés pour être capables de travailler donc en hauteur, et ils ont participé à l'édification de tous les grands ponts de Montréal. Et également, étant donné qu'il y a des Mohawks en fait jusque dans l'État de New York, il y a eu aussi beaucoup de va-et-vient entre le Québec et l'État de New York, et ils ont participé à l'édification de tous les grands buildings qui sont à New York. Fait marquant au passage, je signale, le 11 septembre 2001, quand il y a eu cet attentat qui a fait tomber des tours jumelles, eh bien des Mohawks ont tenu à aller participer, à aller être sauveteurs, à aller déblayer également New York, puisqu'ils ont participé aussi à le construire. Et donc, il y a eu tout un hommage qui a été rendu notamment à tous les travailleurs Mohawks qui ont laissé une grande marque dans ça. Donc, leur économie, eux, avait changé dès le 19e siècle assez profondément. Ils ont été sédentarisés beaucoup plus tôt que les autres, mais donc disons, en changeant un peu de particularité. Et c'est encore reconnu puisque le pont Mercier à Montréal est un pont qui est officiellement géré par en partie le gouvernement et en autre partie les Mohawks. Et donc, vous avez à droite une photo qui vient du musée McCord à Montréal et qui montre que cette sédentarisation, elle n'est pas arrivée d'un seul coup, en fait, puisqu'ont cohabité très longtemps des maisons et des tentes. Un des facteurs de sédentarisation très importants, ce sont les pensionnats. Et les pensionnats ont une particularité au Québec, c'est que, j'ai écrit un livre d'ailleurs là-dessus sur les pensionnats indiens du Québec, c'est qu'il y a eu des pensionnats beaucoup plus tard en fait que dans le reste du Canada. Pour donner une idée, les 20 pensionnats indiens dans Saskatchewan, en fait, le dernier pensionnat du Canada a fermé en 1996 et il était en Saskatchewan. Mais les 20 pensionnats indiens de la Saskatchewan ont commencé à ouvrir dès les années 1880, tandis que les pensionnats indiens et les foyers indiens et les foyers inuits, les foyers indiens, c'est-à-dire c'était les lieux de résidence des enfants, ils n'ont ouvert qu'à partir, alors il y en avait 2 qui ont ouvert dans les années 1930,
Le reste a ouvert dans les années 1950 et donc on est dans des dates qui sont beaucoup plus tardives que dans le reste du Canada. Il y a plusieurs facteurs explicatifs, si vous voulez, on pourra revenir dessus. Mais en fait, l'impact n'a pas du tout été le même et ça ne veut pas dire que ça a été moins dévastateur, mais disons qu'il y a eu donc une possibilité de préserver beaucoup plus longtemps les langues et les traditions au Québec. Donc, l'éducation scolaire a été vraiment un bouleversement majeur. En fait, dès les années 1910, il y avait des institutrices qui étaient engagées par les missionnaires pour faire des écoles le jour. En fait, c'était des écoles qui avaient lieu l'été pendant les périodes de mission. Et tous les aînés que j'ai connus qui m'ont tous dit « je ne suis jamais allée à l'école », ils savaient tous écrire leur nom, lire et écrire dans leur langue, puisqu'ils avaient appris en fait lors des missions quand ils étaient petits. Et en plus de ça, ils avaient appris très souvent dans leur propre langue, puisque les écoles de jour étaient données par des institutrices qui étaient des femmes qui sont identifiées dans la littérature comme métisses, c'est-à-dire qu'elles parlaient l'anglais et une langue autochtone, soit l'innu, soit l'atikamekw, soit l'anishinaabe. Et donc, pour les enfants, ça a été une éducation qui était beaucoup plus adaptée, beaucoup plus proche de leur langue. Le pensionnat, ça a été vraiment un effet absolument dévastateur. Les enfants ont été… il n'y avait que 2 pensionnats anglophones au Québec, le reste était des pensionnats francophones. Et il y a eu une véritable volonté de québéciser les enfants en rendant en leur donnant l'image de parents qui étaient sauvages et avec des cultures méprisables. Et donc, il y a eu énormément de problèmes d'identité qui en ont découlé pour ces enfants qui apprenaient qu'en fait, leurs parents n'étaient pas à la hauteur, qu'ils ne savaient pas s'occuper d'eux et que garder leur tradition n'allait pas les mener loin dans la vie. Donc, ça a été très, très difficile pour ces générations-là. Les pensionnats ont fermé dans les milieu des années 1970 à cause de changements dans les lois et également parce qu'on commençait à se construire beaucoup plus des écoles dans les communautés elles-mêmes, parce que ces communautés qui étaient toutes neuves et où les gens venaient s'installer pour se rapprocher de leurs enfants. Les parents ne voyaient pas leurs enfants pendant toute l'année scolaire. Les villages contemporains, alors voilà un peu à quoi ils ressemblent. J'ai pris ce sont des photos que j'ai prises moi-même, hein. Je ne les ai pas prises sur Internet. Je travaille principalement chez Anishinaabeg, alors je vous ai choisi des photos qui viennent de mes propres terrains et qui sont prises, comme vous le voyez, en hiver. Dans les 2 communautés en question, et c'est assez commun, il y a des panneaux bilingues, des panneaux en français et un panneau dans la langue vernaculaire. Il existe au Québec un certain nombre de communautés qui sont anglophones. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer d'ailleurs pourquoi une communauté dans la même Première Nation est anglophone et l'autre est francophone. C'est souvent des péripéties familiales qui vont vous expliquer ça. Donc dans les communautés anglophones, vous verriez stop et vous verriez ensuite la traduction dans la langue locale. Donc, vous n'avez pas des panneaux trilingues puisqu'il n'est pas obligatoire d'avoir français, anglais et la langue vernaculaire. Donc, ce sont des villages qui ont commencé, la majorité en fait des communautés autochtones au Québec sont des communautés assez récentes qui, alors pour vous donner une idée, Picogan a été créé officiellement en 1956. Enfin, là, c'est l'achat du terrain d'un agriculteur en 1956, devenu réserve fédérale en 1958, donc réserve au sens fédéral du terme, et les premières maisons ont été bâties en 1964. C'est quand même assez récent. Et ce sont, Lac-Simon, c'est pareil, c'est des maisons qui datent des années 60-70. C'est le modèle du bungalow suburbain du Sud, qui n'est pas toujours très adapté d'abord au type de famille qu'il y a dans les communautés et pas non plus vraiment beaucoup à la température. Donc, c'est des maisons qui demandent beaucoup d'entretien parce que il y a différents climats au Québec
et les matériaux qui sont relativement cheap, qui sont utilisés, ont tendance à très mal vieillir. Moi, j'ai rarement vu autant d'entretien nécessaire dans des communautés. Et dans la plupart des communautés, les gens ne sont pas propriétaires des maisons. Les maisons appartiennent au gouvernement fédéral et sont gérées par le conseil de bande. Et il n'y en a généralement pas assez, donc vous avez souvent des maisons surpeuplées parce que vous avez des jeunes couples qui se mettent à avoir des enfants, surtout qu'il y a le taux de natalité est extrêmement fort et les gens ont des enfants très jeunes. Donc, vous avez souvent des maisons surpeuplées parce qu'il n'y a pas assez de maisons pour en donner aux nouveaux couples avec enfants. Donc, ça m'est arrivé de voir des maisons où plus de 15 personnes vivaient alors qu'il y avait 3 pièces dedans, ce qui pose des problèmes non seulement d'intimité, mais aussi de salubrité. Et vous avez des communautés aussi qui sont sous tutelle fédérale au point de vue du budget, parce qu'elles ont, en fait, chaque communauté doit rendre compte de l'usage de son budget. Et vous avez donc des grandes disparités. Les communautés qui sont considérées comme performantes et sachant bien gérer leur budget sont beaucoup mieux entretenues que d'autres, où il y a des problèmes de moisissure, des problèmes d'injonction de l'eau potable, alors que vous avez un lac juste à côté, hein, mais c'est un côté un peu bizarre. Il y a beaucoup, beaucoup de lacs au Québec. Et donc, on a des absurdités comme ça qui font que vous avez une grande disparité. Il y a certaines communautés, vous avez l'impression d'arriver dans une coquette banlieue et d'autres où c'est vraiment très… Enfin, il y a un côté très désolant. Les langues officielles, ce sont celles du Québec. La langue officielle du Québec, c'est le français, mais dans de nombreuses communautés, on parle anglais. En fait, beaucoup de gens sont bilingues. Il y a des langues qui sont très en danger, notamment la langue mohawk, le Ganyenge, également la Benaki qui n'est plus parlée au Québec et le malécite non plus, mais il reste des locuteurs dans les provinces maritimes et aux États-Unis. Il a une langue qui n'est plus du tout parlée, mais où il y a vraiment un désir de revitalisation, avec un projet qui s'appelle le projet Yawanda, c'est le Huron-Wendat. Donc, les gens, en fait, apprennent des mots, mais ne peuvent pas avoir de conversation en Huron-Wendat. Et toujours vivante, et toujours utilisée dans le quotidien. Une des plus parlées, c'est l'Innu, et en fait, le Cri sont les langues les plus parlées. L'Atikamekw aussi, c'est très couramment parlé. L'Anishinaabe, ça dépend des communautés. Vous avez des communautés où c'est la première langue du quotidien et d'autres où il n'y a que quelques personnes âgées qui parlent. Et enfin, le Naskapi et l'Inuktitut très vivants. L'Inuktitut a en plus pris un nouvel essor depuis le 1er avril 1999, puisqu'avec la création du Nunavut, eh bien, il y a eu l'Inuktitut et troisième langue officielle du Nunavut. Et donc, il a fallu aussi, par exemple, adapter les ordinateurs, les claviers, pour pouvoir écrire en Inuktitut, puisque c'est un syllabaire. Et ça a donné une vigueur supplémentaire à l'Inuktitut, un regain de vigueur. Et donc, l'Inuktitut est là vraiment la première langue du Nunavik. Alors, les organisations politiques, je vais vite. La Claire, il me reste combien de temps? Pardon, j'avais mon micro éteint. On est à 10h45, alors mais je vais aller assez vite du coup. Tu peux finir, on prendra un petit temps pour les questions après, mais si on déborde un petit peu, c'est pas très grave. D'accord. Donc, les organisations politiques, pour les Premières Nations, on appelle ça des conseils de bande avec des chefs et des conseillers. Les conseils tribaux, en fait, ont un statut de OBNL, hein, puisqu'ils ne sont pas officiels en tant que tels. Ce sont des organismes qui aident les conseils de bande, par exemple, pour les revendications territoriales. Oups. Et vous avez une antenne de l'Assemblée des Premières Nations, qui est l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Et pour les Inuits, ce sont donc des mairies, comme je vous expliquais, avec des maires et des conseillers. Les écoles aujourd'hui, elles sont alors vous avez soit des écoles fédérales, soit des écoles provinciales, mais vous avez donc depuis les années 1970 beaucoup de travaux qui ont été faits dans les communautés autochtones pour essayer au maximum d'adapter les curriculums scolaires et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de professeurs autochtones et bref, que l'expérience terrible des pensionnats ne
ne soit pas la seule qui puisse teinter l'expérience scolaire, donc il y ait vraiment une réappropriation de l'école. C'est très important. En ce moment, d'ailleurs, c'est la semaine de la persévérance scolaire dans toutes les écoles des Premières Nations du Québec. Donc, c'est pour encourager vraiment les jeunes à rester à l'école en disant l'école fait partie de notre culture. La santé et les services sociaux, c'est dispensé par Santé Canada. Donc, il y a chaque communauté un service de santé dans lequel il y a en fait actuellement toutes les campagnes de vaccination en cours, puisque les communautés autochtones dans tout le Canada sont prioritaires, notamment pour les vaccins de la COVID-19. Et c'est très, enfin en tout cas, moi je pense que je serais au mieux vaccinée en 2022, mais eux le sont déjà. Ils sont considérés comme très à risque. Le développement économique, ça c'est un hôtel qui est dans la communauté Huron-Wendat à côté de Québec. C'est un hôtel, je ne sais pas si c'est 5 étoiles, mais c'est au moins 4 en tout cas. Si vous avez un jour l'occasion d'aller à Québec, je vous conseille d'aller au restaurant de cet hôtel dans la communauté de Wendake. C'est vraiment absolument excellent et la vue est magnifique. Donc, vous avez beaucoup d'accent qui est mis pour le développement économique. Vous avez des communautés, par exemple, qui vont ouvrir des hôtels ou des dépanneurs ou autres, mais il y a vraiment un désir de ne pas toujours être dépendant de l'extérieur. Comme vous voyez, du progrès reste à faire. Ici, c'est une photo qui a été prise dans une communauté Innu, qui n'est pas toujours, je dis, c'est vraiment différent d'une communauté à l'autre. Ça dépend aussi si la communauté est isolée. Wendake, c'est à côté de Québec, c'est à côté d'un grand centre urbain. C'est complètement différent des communautés Innu qui se trouvent en Côte-Nord. Donc, c'est beaucoup plus loin. C'est loin aussi des décideurs politiques qui vont s'intéresser aux communautés. Et c'est loin aussi des intérêts. Donc, comme il n'y a pas forcément du tourisme sur place, ou pas beaucoup en tout cas, ça n'incite pas à trouver des fonds pour. Enfin, c'est pas facile de trouver des fonds pour développer quelque chose. Et ben, ça se répercute sur la façon dont on voit la communauté. Pour les religions, je passe très brièvement, mais vous avez encore une grande importance de l'Église catholique dans de nombreux endroits. J'aime beaucoup l'église de Guescapéguac parce que je la trouve absolument spectaculaire. Elle est tout à fait magnifique en forme de tipi. Elle date des années 60. Et à côté, vous avez en fait énormément de percées des églises évangéliques en général, alors les pentecôtistes, mais également les baptistes et d'autres du mouvement évangélique. Et la différence, c'est que la plupart des pasteurs sont autochtones. Pas tous, hein, mais en tout cas, il y a une grande présence de ça. Mais l'Église catholique reste quand même très importante. Les traditions, les powwows, par exemple, sont vraiment au centre, je peux dire, du projet de restauration de la fierté identitaire. Moi, je suis étonnée de voir que ça fait 20 ans que je travaille dans les mêmes communautés et que les powwows, qui n'étaient pas si importants que ça il y a 20 ans, sont devenus vraiment un centre très, très important d'abord des réseaux pour inviter les autres, pour montrer qui on est, pour danser ensemble. C'est aussi des facteurs pour vraiment se guérir de ces traumatismes. Et également, c'est l'occasion d'inviter les autres à venir. Donc, c'est aussi un facteur touristique et c'est très, très important. Et la chasse et le piégeage, qui sont considérés comme des activités traditionnelles, continuent encore à être dûment pratiquées et restent fondamentales. En même temps, il y a toujours un souci de protection des espèces, puisqu'actuellement, par exemple, les Anishinaabeg demandent un moratoire sur la chasse à l'orignal parce que l'espèce est en train de vraiment baisser de façon drastique et ça leur fait très peur. Et il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans des communautés qui sont très jeunes, où la population de moins de 25 ans est majoritaire. Et il y a un immense dynamisme. Les jeunes sont très présents sur les scènes médiatiques. Alors, sur les réseaux sociaux, c'est très facile de trouver des jeunes autochtones. Ils sont très présents aussi sur les scènes musicales, artistiques. Ils font des documentaires. Et on peut vraiment dire que, alors qu'il y a 20 ans, il y avait peu de présence de ces jeunes-là, toute l'arrivée de ces nouveaux médias ont permis en fait à ces jeunes de se montrer, de se rendre beaucoup plus visibles et aussi de faire partager ce qu'ils sont, ce qu'ils connaissent de leur tradition, mais aussi leurs aspirations à eux pour l'avenir et leur créativité, parce qu'on n'est pas toujours obligé de reproduire uniquement les traditions qui nous ont été léguées.
Voilà, alors c'est pas facile, je vais m'arrêter là. J'ai toujours beaucoup de choses à dire, mais c'est tellement complexe et tellement intéressant. Il y a tellement de vitalité dans ces communautés que voilà, j'avais envie de vous dire tout ça. Merci beaucoup. Oui, c'était vraiment très intéressant. Enfin, moi, j'ai adoré. Est-ce que des personnes ont des questions ou quelque chose à dire? Ils veulent faire une petite intervention là avant que… Oui? Ben, oui, Michel? OK. Tout à l'heure, vous parliez des maisons dans les communautés comme telles. Est-ce qu'il y a, bon, je dirais, il y a comme deux éléments là-dedans. Il y a un élément sociologique et un élément de construction de maisons. Est-ce qu'on est en train de penser, par exemple, à adapter ou à construire des maisons qui reflèteraient davantage le mode de vie de ces gens-là? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est assez récent comme préoccupation. Au début, il y a eu quelques architectes qui étaient chercheurs en architecture qui avaient créé un groupe où ils se sont dit, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait s'intéresser à ça? Ils avaient formé un gros groupe de recherche avec beaucoup de documentation. Ils sont allés interroger les gens, dire, bah, qu'est-ce que vous aimeriez comme maison? Qu'est-ce qui vous ressemblerait plus? Et donc, ils ont rendu des travaux formidablement intéressants, mais il ne s'est rien passé. Et maintenant, il y a une firme d'architecture à Montréal qui a carrément engagé des autochtones et pour passer à l'action. Vous avez également maintenant il commence à y avoir des jeunes architectes autochtones. Jusque-là, au Canada, il y a un seul architecte autochtone qui est véritablement connu et qui a pignon sur rue, c'est Douglas Cardinal. Et Douglas Cardinal, par exemple, qui a fait la cathédrale de The Pas, ou qui a fait le musée canadien des civilisations, qui s'appelle maintenant le Musée canadien de l'histoire. Puis sinon, on ne connaissait pas vraiment d'architecte autochtone. Maintenant, il y a une jeune architecte qui vient d'avoir son diplôme, qui est Innu. Et là, elle est vraiment en train de commencer à avoir des projets pour changer les maisons, pour qu'elles soient plus proches des gens. Le souci pour l'instant, c'est qu'il faut aussi avoir dans les réserves fédérales, donc quand on vit dans une réserve, c'est un statut fédéral, il faut avoir le droit de le faire. C'est-à-dire que donc, le terrain n'appartient pas aux gens, il appartient au gouvernement fédéral. Donc, on ne peut rien faire sans l'aval du fédéral. Et ça apporte un degré de complication. Merci. OK, parfait, merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? On parle beaucoup des relations donc, entre les personnes qui ont colonisé les territoires et puis les Premières Nations. Mais aujourd'hui encore, quelles sont les relations en fait entre les Premières Nations? Est-ce qu'il y a vraiment une vision commune pour aller de l'avant ou comment ça se passe en fait entre les différentes Premières Nations, tout du moins au Québec? Entre elles, ce n'est pas toujours facile d'abord d'avoir des visions communes. Donc, c'est à travers en fait, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador que les Premières Nations peuvent se parler entre elles. Les Inuits ont tendance à plutôt se parler entre eux. Donc, il y a beaucoup plus de discussions entre le Nunavik et le Nunavut qu'il peut y en avoir avec les Premières Nations. Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux non plus. Et quand vous regardez qui est membre de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, vous remarquez que certains n'en font pas partie, puisque par exemple les Mohawks ne sont pas membres de la PNQL. Donc ils ont leur propre vision de l'avancée des choses. Donc trouver des points communs, ça peut être extrêmement compliqué. Ils ne sont pas tous alliés politiquement. Et les relations avec les colons, elles n'ont pas toujours été bonnes, loin de là. En fait, il y a eu surtout beaucoup d'incompréhension avec déjà au départ des gens qui ne pouvaient pas se parler les mêmes langues, donc une impossibilité de communication. Et cette impossibilité de communication a un peu changé puisque ça fait longtemps maintenant que les gens vont à l'école, ils connaissent la langue de l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'il y a toujours pas, que ne subsistent pas des incompréhensions. Il y a beaucoup d'intermariages, il y a beaucoup d'échanges et tout ça. Les gens se connaissent depuis qu'ils sont petits.
Mais ensuite, comme on me l'a souvent fait remarquer, nous, on connaît très bien le monde des Blancs, mais les Blancs, eux, ils ne nous connaissent pas. Je veux dire, il y a encore des sorties scolaires qui sont organisées pour aller à la communauté d'à côté. Donc, on fait une sortie scolaire pour aller dans la communauté d'à côté qui est à 3 km. Et puis, j'ai eu des étudiants qui venaient de régions qui me disaient, ben, moi, pas loin de chez moi, il y avait une communauté de je ne sais pas quoi. Ils ne connaissent pas le nom, connaissent pas le nom de la Première Nation, alors qu'ils ont vécu toute leur vie à côté. Donc, il reste quand même deux mondes qui ne se parlent pas beaucoup. C'est vraiment les deux solitudes québécoises. Je pense que c'est en train de changer parce que la nouvelle génération, je le vois chez les étudiants, ils ont vraiment envie de changer tout ça. Ils ont envie de beaucoup mieux connaître, beaucoup mieux comprendre. Et je pense que la Commission de vérité et réconciliation a joué un grand rôle là-dedans, à secouer les puces un peu au Québec en se disant « Oh là là, là, on part de loin, on ne les connaît vraiment pas. » Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non? C'est le moment. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une autre. En ce qui concerne la communauté métisse, bon, peut-être que c'est un phénomène qu'on voit plus dans les prairies que dans l'Est, mais en ce moment, comment dire, les responsables en fait, de la communauté métisse font face à un problème qui n'existait pas avant, c'est qu'il y a énormément de revendications de nouvelles personnes qui souhaitent être reconnues comme étant métisses. La communauté métisse comment dire, il y a un peu une mode un peu en ce moment dans les prairies de se faire reconnaître comme étant métisse. Et puis quand on regarde pour les gens qui ont des racines profondes dans les prairies, je veux dire, il y a presque toujours un parent métis quelque part dans les ancêtres. Donc, est-ce qu'on vit aussi ce problème dans l'Est de cette communauté métisse qui redevient un peu plus à l'avant-garde, qui est plus reconnue, qui a un peu plus de pouvoir? Alors, je dirais que c'est tellement un problème, que c'est tellement d'actualité qu'on a eu un reportage d'enquête sur Radio-Canada qui a été entièrement consacré à ce problème-là. C'est majeur comme problème parce que, bon, il faut savoir qu'en 1996, le rapport de la Commission royale Erasmus-Dussault avait dit il y a dans l'Ouest, il y a les métis avec un grand M, donc une majuscule, et puis les autres ne sont pas recensés, on ne les connaît pas, c'est les métis avec un petit M, un M minuscule. Et donc, la commission invitait à identifier qui étaient les métis avec une minuscule. Et dès 1997, on a commencé à voir émerger des organisations métisses au Québec. Jusque-là, il y en avait une qui avait été créée en fait par un Anishinaabe, dont une bonne partie de sa famille avait perdu le statut indien, mais dont la première langue était l'Anishinaabe-Mowin. Et cette association existe toujours, d'ailleurs, elle a beaucoup changé depuis sa fondation, elle s'appelle l'Alliance autochtone du Québec, et elle s'appelait au départ l'Alliance laurentienne des Métis et Indiens sans statut. Et maintenant, donc il y a eu une inflation, maintenant il n'y a pas une seule région du Québec qui n'a pas son association métisse. Alors d'ailleurs, vous avez des métis qui ont été métis pendant quelques années, puis maintenant ils sont carrément devenus une Première Nation. Donc vous avez des fausses Premières Nations avec des fausses cartes qui existent. Et du coup, il y a commencé à y avoir une dénonciation, en particulier à partir de Facebook, par des leaders de Première Nation, en disant mais c'est quoi cette Première Nation-là? Et ça a pris des tournures assez graves, puisque en fait, des personnes qui se faisaient identifier comme membres d'une Première Nation ont obtenu des postes à la mairie de Montréal et dans d'autres postes importants, des postes réservés donc à des autochtones pour justement essayer de contrer un certain nombre d'inégalités et permettre d'accéder à des postes auxquels ils n'auraient jamais eu accès, qui ont été pris par des personnes. Et les gens se sont dit dans les communautés, mais c'est qui ce monde-là? Tu sais, il dit qu'il est à Tikamek, mais il vient d'où? Et donc, il y a deux généalogistes, dont un qui est Morak, qui se sont mis à faire des généalogies de ces nouvelles personnes qui occupaient des postes importants et qui se revendiquaient, mais qui ont des positions très publiques. Il y en a une qui a fait une publicité pour Via Rail, qui depuis a disparu d'ailleurs, depuis qu'elle a été dénoncée sur Facebook, elle a disparu.
Et les gens, et les généalogistes ont remarqué, mais ils ont des ancêtres qui remontent au XVIe siècle, ce n'est pas du tout des autochtones. Et c'est un… Mais enfin, c'est des débats très, très lourds, puisque vous avez même des chercheurs, il y a les pros et les antis. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, à l'Université d'Ottawa, qui se revendiquent comme métis du Québec, et d'autres qui s'insultent par publication interposée. C'est énorme. Il n'y a pas un jour où quand j'ouvre, parce que moi j'ai un Facebook qui est principalement professionnel, donc il y a beaucoup, beaucoup d'autochtones avec lesquels je suis branchée. Et il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas une dénonciation, mais c'est qui celui-là, il vient d'où? Non, c'est majeur, c'est majeur. Et ils se posent beaucoup de questions parce qu'ils suivent toutes les affaires de Michel Latimer, cette cinéaste qui se revendiquait de Kitigan-Zibi, qui est une communauté Anishinaabe du Québec. Et puis à Kitigan-Zibi, ils disent, mais c'est qui elle? Voilà, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et ils suivent tout ce qui se passe dans l'Ouest. Oh, wow. On parlait de généalogie. Est-ce qu'on a, je sais qu'il y a eu quand même des recherches archéologiques qui ont été faites, mais les Premières Nations, les Métis du Québec, est-ce qu'on connaît l'origine de ces peuples-là? Oui, parce que ça, c'est un des gros avantages d'avoir eu une telle évangélisation. C'est que dans l'Église catholique, il y a vraiment une immense importance de l'archive et de la statistique. Donc, vous avez des baptêmes, vous avez des registres de mariage, des registres de décès, avec un luxe de détails assez intéressant. Moi, je m'en suis rendu compte que, par exemple, rien que dans mon travail que j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé sur l'évangélisation, parce que je me suis rendu compte que c'était un sujet que je ne voulais pas forcément toucher, mais qui était important dans les communautés où j'étais. Et c'est fou le nombre de détails qu'on arrive à trouver. Qui était marié avec qui? On a vraiment, grâce en fait, à toutes ces chroniques, qui étaient au départ destinées à dire en fait qui il fallait convertir. C'était un registre des infidèles, le registre des fidèles, puis ensuite il fallait vérifier que les fidèles restent des fidèles. Donc on connaît très bien, on sait même les langues qu'ils parlaient quand ils ont dans la chronique, etc. On sait beaucoup, beaucoup de choses. Gros avantage de ça. Il y a aussi le registre de la compagnie de la baie d'Hudson, mais elles ne sont pas aussi détaillées, elles s'intéressent plus au nombre de fourrures que les gens apportaient, alors que les missionnaires s'intéressaient plus au degré aussi de tradition dans la famille et ce genre de choses. OK, merci. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Sinon, je vais clôturer après ça. Non? Bon. Vous pouvez, parce que moi, de toute façon, je suis toujours disponible. Et puis, gros avantage d'être chez soi, c'est que de toute façon, j'ai tout mon temps. Oui, c'est vrai. On peut trouver, on peut vous contacter si on veut à votre adresse courriel de l'université, si on veut poser une question en particulier. Avec plaisir. Celle à laquelle je vous ai contacté, en fait, celle qui est sur le site de l'Université de Montréal. Oui, je suis très facile à trouver. Alors, ça me fait plaisir. Parfois aussi, on a des questions qui surgissent après, parce qu'en réfléchissant, il y a des choses qui nous viennent. Moi, je sais que je fonctionne un peu comme ça sur le coup. Je réfléchis pas à tout, puis il y a des choses qui me viennent plus tard, mais ça me fera plaisir, dans la mesure de mes connaissances, bien sûr. Merci beaucoup. Ouais, c'était vraiment très bien. Je voudrais vous remercier énormément d'avoir pris cette heure-là pour nous, pour venir nous donner cette petite, enfin pas si petite finalement, présentation. Ouais, mais ça a permis de faire, enfin en tout cas pour ma part, moi ça m'a permis d'y voir un peu plus clair parce que il y a tellement de termes et tout ça, ça permet d'un petit peu de comprendre un peu mieux aussi. Bon, même si c'est encore différent dans l'Ouest qu'au Québec, mais bon, ça permet quand même d'élargir puis d'avoir une meilleure connaissance aussi de ces peuples-là, de ces nations. Donc, ouais, merci beaucoup, c'était très intéressant.